et les films du Spectre s'associent à Radio en Construction pour plusieurs émissions en direct. Retrouvez des tables rondes radiophoniques autour de thématiques engagées portées par les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire. Rendez-vous dès 19h le 30 juillet au Parc de l'Orangerie pour parler voyage responsable avec l'UNAT, la coopérative Terre d'Est et les apéros voyageurs de Strasbourg, puis le 4 août à 18h30 au phare Citadelle pour discuter relations maître-animal avec la SPA et l'association Liane. Une émission réalisée dans le cadre du cinéma en plein air, animée par les films du Spectre et organisée par la ville de Strasbourg pour les escales estivales. À retrouver sur le www.radioenconstruction.com et sur le 90.7 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en direct du phare Citadelle à Strasbourg pour les papotes estivales du marché off, une émission réalisée dans le cadre du cinéma plein air des films du Spectre. Aujourd'hui, on se retrouve entre les conteneurs du phare Citadelle où sera projeté à 21h le film d'animation L'extraordinaire voyage de Marona, réalisé par Anka Damian et sorti en 2019. Le film, qui avait été primé comme prix spécial du jury au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, raconte l'histoire d'une petite chienne qui, victime d'un accident, se remémore toute sa vie. On y découvre les maîtres qu'elle a eus et aimés, dressant ainsi le portrait d'un animal à l'empathie sans faille au point d'en faire une leçon d'amour. L'accent que met le film sur notre rapport aux animaux de compagnie nous laisse l'occasion à nous aussi de nous questionner sur la relation maître-animal, thématique du live de ce soir. Pour cette table ronde, nous recevrons la SPA Strasbourg, Société protectrice des animaux, et l'association Liane, une association qui cherche à faciliter et maintenir le lien entre l'humain et l'animal d'une part, et entre les humains d'autre part, avec cette fois l'animal de compagnie comme médiateur. De quoi nous questionner sur nos rapports aux animaux, car en France, 11 animaux domestiques sont abandonnés par heure. En 2019, la fondation 30 millions d'amis et la SPA dressaient le constat de 100 000 abandons domestiques par an, dont 60 000 l'été. Vous avez peut-être vu passer la campagne Choc reprenant le slogan « We are the champions », nous sommes les champions, plaçant la France comme la championne européenne de l'abandon d'animaux de compagnie. Bien que la campagne ait été vivement critiquée sur le fait que d'autres pays européens dépasseraient la France, le constat reste effarant. Alors, quelle place ont les animaux dans nos vies quotidiennes? Comment sont-ils intégrés dans nos sociétés? Sommes-nous suffisamment à leur écoute? Tant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette heure et demie qui nous est consacrée pour imaginer un avenir plus responsable aux côtés des animaux. Un temps d'échange avec le public sera également prévu en fin d'émission, de quoi permettre aux personnes qui sont avec nous ce soir au phare Citadelle de nous poser des questions sur nos relations avec les animaux et réagir à la table ronde. Mais tout de suite, avant de s'immerger dans la thématique du jour, on écoute un court morceau de musique et nous retrouverons juste après notre première invitée.
Vous êtes bien sur Radio en Construction en direct du phare Citadelle pour les papotes estivales du marché off dans le cadre de la projection en plein air du film d'animation L'extraordinaire voyage de Marona. Toujours sur le 90.7, radioenconstruction.com et en live sur Facebook. Pour lancer la thématique Relations maître-animal, je reçois maintenant Florence Nominé, présidente de l'association Liane, et Sabine Roubir, fondatrice de l'association. Alors bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté l'invitation. Alors j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, mais pour qu'on comprenne un peu mieux, qu'est-ce que fait l'association Liane et quel est son but ? Alors peut-être c'est une question pour vous, Sabine Roubir. L'idée de Liane au départ, c'était d'éviter les abandons, que les personnes qui sont en situation difficile socialement ou au niveau de leur santé ne soient pas obligées de les abandonner ou pour entrer en maison de retraite également. Voilà l'idée de départ. Maintenir ce lien entre les personnes et leur animal et bénéficier de cette présence, quelles que soient les situations, qu'elles soient en établissement, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient malades, en fait. Parce que oui, j'ai pu voir qu'il y avait cette notion de lien entre, comme moteur de l'association, de maintenir le lien entre l'humain et l'animal, mais c'est dans quel cas? C'est plutôt dans les cas hospitaliers que vous parlez ou? Alors, on propose des pensions pour toutes les personnes qui ont des difficultés temporaires, puisque on ne fait pas d'adoption, mais juste de la garde. Et ensuite, on essaie de faire bénéficier à des personnes qui n'ont pas forcément d'animaux, de la présence d'animaux médiateurs, on va appeler ça comme ça, qu'on amène dans les établissements où on permet aux personnes de venir dans les locaux pour s'occuper des animaux et profiter de cette présence et du contact avec l'animal qui fait du bien. Justement, alors pourquoi, vous dites que la présence de l'animal fait du bien, mais pourquoi faciliter ce lien? Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans, Florence? Alors, ce que disait Sabine déjà, c'est que effectivement, quand on cherche à maintenir le lien entre un animal et son humain, c'est avant tout pour éviter l'abandon. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations compliquées, des accidents de la vie, des maladies, des hospitalisations, des incarcérations ou des personnes âgées. Et pour pouvoir se soigner, faire leurs démarches, être hébergés, etc., sont obligés d'abandonner souvent leur animal. Et donc Liane propose des tarifs dits sociaux, qu'on appelle sociaux, pour que ces personnes-là puissent nous confier leur animal. Et nous, par le biais de ce lien qui va se maintenir entre l'humain et l'animal, nous, on va aussi créer un lien avec ces gens-là dans le but de les aider aussi, de les accompagner. Alors après, c'est vrai que le lien homme-animal, c'est un lien tellement fort et tellement affectif que ça permet de créer une confiance entre ces personnes qui sont dans des situations de précarité et nous. Et notre idée, nous, au final, c'est aussi d'aider ces gens à avancer, à trouver des solutions à leurs difficultés. Voilà. C'est vraiment pour éviter que les personnes qui pourraient ne plus pouvoir s'occuper de l'animal l'abandonnent. C'est ça. Parce que souvent, l'animal, pour des personnes qui sont dans des situations de grande précarité ou de grande difficulté, c'est un des derniers liens affectifs qui existent. Et ça fait partie de leur vie, c'est extrêmement important pour eux. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent garder ce lien. Et nous, après, l'idée derrière ça, c'est d'accompagner ces gens. Voilà. Donc en fait, le lien homme-animal devient aussi un outil pour nous, pour aider les personnes après à trouver des solutions à leurs difficultés. À garder le lien avec eux, qui nous fassent confiance et qui se tournent vers nous pour avoir de l'aide aussi. Mmh. Voilà. Et pour l'association Liane à Strasbourg, où est-ce qu'elle intervient? Est-ce que c'est pour des particuliers qui viennent vous voir, ou vous intervenez par vous-même, vous allez voir des organismes, ou alors des hôpitaux, etc. Alors, on intervient auprès de personnes qui sont... les particuliers qui mettent leurs animaux chez nous en pension ou en famille d'accueil, ou les particuliers chez qui on intervient pour faire des services à domicile, c'est des personnes qui sont accompagnées par des référents sociaux. Donc, il y a souvent un intermédiaire par des référents sociaux, ou qui sont connus par nous. C'est par exemple des personnes qu'on peut rencontrer quand on fait ce qu'on appelle nos vadrouilles, c'est-à-dire quand on va à la rencontre des gens sans domicile qui ont des animaux et qui sont à la rue. On les connaît et donc après on va leur rendre service, on va essayer de les accompagner et de les aider. Alors pour ce que j'en sais, moi je suis dans l'association depuis 5 ans. Au départ, les établissements nous contactaient pour mettre en place... Enfin il y a un peu des deux, les établissements dans lesquels on intervient avec nos propres animaux, là, quand on parle des EHPAD ou des foyers, etc.,
Au départ, c'était nous qui les démarchions. Enfin, Sabine, tu m'arrêtes, mais c'était plutôt comme ça. Maintenant, c'est plutôt eux qui nous démarchent. Et là, il s'agit donc d'intervenir avec nos propres animaux, à nous, les bénévoles, et certains salariés, pour apporter un peu de vie, un peu de bien-être, un peu de sourire, un peu de bonheur dans ces établissements où il y a des personnes malades, handicapées, etc. Et pour essayer aussi de convaincre les établissements que l'animal apporte beaucoup de bien-être aux gens. Et donc, l'idéal, ce serait qu'un jour les établissements acceptent les animaux des gens. Une personne âgée qui va arriver en EHPAD, très souvent, est obligée d'abandonner son animal pour aller en EHPAD. L'idée, ce serait que ça s'arrête, quoi. Sabine Roubière. Oui, en fait, Florence a déjà répondu à la question. C'est qu'effectivement, on avait contacté les établissements au départ pour intégrer les animaux de manière permanente. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de venir en visite, et plutôt d'éviter que la séparation de l'animal crée un choc supplémentaire pour des personnes qui rentrent dans ces établissements et pour lesquelles l'animal est le dernier lien avec leur histoire et leur vie d'avant. Et puis, effectivement, on nous a proposé plutôt de faire des visites parce que l'intégration est un peu compliquée et elle nécessite pas mal de mise en place de projets, etc. Et je pense que les visites, c'était un petit peu plus simple et ça apportait quand même du bien-être aussi. Voilà. Mais on reste ouvert à ce genre de possibilités, c'est-à-dire d'accompagner les structures qui accueillent des animaux, parce que c'est vrai que c'est du travail supplémentaire, mais on est présent aussi pour ça. On le redit plus parce qu'on a déjà beaucoup d'activités et que c'est aussi un engagement, mais on est toujours disponible pour ce genre de projet-là. Et dans le cas des visites dont vous me parlez, c'est-à-dire que vous vous occupez de l'animal et vous rendez visite à la personne, par exemple en EHPAD, avec son animal de compagnie ? Non, c'est les animaux des bénévoles, bénévoles et salariés de l'association qui viennent avec leurs propres animaux. Non, on n'a pas... on a déjà fait ce genre de choses très ponctuellement, où la famille d'accueil, effectivement, de l'animal rendait visite. Mais c'est compliqué un petit peu de gérer toute cette organisation-là. Donc, c'est pas la majorité des cas. Les visites sont organisées, planifiées avec des bénévoles et c'est beaucoup plus régulier et structuré que ce genre de choses qui est un peu compliqué. La personne lui amener son animal et puis après lui retirer, ça serait un petit peu difficile, je pense, à gérer. Ça serait dur à vivre. Oui. Et mais de quel genre d'animal de compagnie on parle ? Est-ce que c'est principalement des chiens ou c'est aussi toutes sortes d'animaux de compagnie ? Alors actuellement, dans nos bénévoles visiteurs en établissement, ça c'est une activité spécifique de l'association où effectivement là on ne s'occupe pas des animaux des autres, on s'occupe des gens avec nos animaux. L'idée est un peu la même toujours, mais c'est avec nos animaux. On a en majorité des chiens, mais on a de plus en plus de chats et actuellement on a 2 lapins qui sont des visiteurs extraordinaires et qui sont des stars dans les établissements, vraiment. Et dans ces cas-là, justement, comment ça se passe quand vous rendez visite dans les établissements ? Est-ce que vous prévoyez des activités ou c'est simplement, je sais pas, promener un chien ou jouer avec un lapin ? En fait, ça dépend beaucoup de l'animal. Et il y a des animaux qui savent danser, il y a des animaux qui aiment les câlins, il y a des animaux qui préfèrent jouer. Donc le propriétaire connaît bien son animal, ça c'est quand même un impératif. L'animal est évalué avant par mes soins ou par les soins de notre directrice qui est aussi comportementaliste et éthologue. Et ensuite, dans l'établissement, l'idée, c'est vraiment de créer du lien avec les gens. Donc, on est très à l'écoute des gens. Et parfois, il y a des gens, c'est juste regarder un animal, c'est juste le caresser, c'est juste le brosser. Parfois, c'est plus jouer. Enfin, ça se passe dans une interaction, vraiment. Et certains animaux sont plus capables de faire des numéros, d'autres moins. Enfin, vraiment, c'est au cas par cas. Vraiment. L'idée, c'est d'apporter la spontanéité de l'animal, la vie, le bonheur. Et on voit à chaque visite des choses incroyables qui se passent, des personnes âgées qui parlaient plus et qui tout d'un coup parlent à un lapin, des personnes âgées qui se levaient plus du tout et qui tout d'un coup se lèvent pour aller caresser un chien ou jouer avec une balle. Enfin, il y a des petits miracles. Et les soignants, moi j'ai de plus en plus souvent des soignants qui sont ébahis et qui vraiment se rendent compte de l'apport que ça génère et qui disent même, de plus en plus d'établissements songent à prendre un animal à demeure. Alors ce ne sera pas l'animal d'un résident, mais ce sera l'animal de l'établissement. Vous sentez vraiment que ça fait du bien aux personnes et aux organismes là-bas ? Vraiment, c'est quelque chose d'assez flagrant.
en fonction après des gens, hein, parce qu'il y a des publics vraiment divers et variés. Hein. Ça peut être des personnes handicapées, des personnes hébergées, juste qui ont un parcours de vie compliqué, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des unités Alzheimer, enfin c'est des choses très différentes. Mais il se passe toujours des choses incroyables, ne serait-ce que parfois un sourire, une personne âgée qui sourit. Alors nous, on ne les connaît pas forcément très bien, ces personnes-là, en dehors des visites, on ne les connaît pas. Mais on est toujours accompagné par un référent de l'établissement. Ça, c'est une condition qu'on a mise en place dès le départ, qui, elle, nous dit après, ben voilà, cette dame, elle a souri. Je ne l'ai pas vue sourire depuis que je la connais, par exemple. Des choses comme ça. Vous parlez aussi de l'animal comme médiateur dans des rapports humains cette fois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire simplement ? Ben, moi, je pense surtout, par exemple, aux animaux qui appartiennent à des personnes qui sont soit SDF, soit vraiment en grosse précarité sociale. Ben, en fait, je trouve... Alors après, c'est personnel, mais c'est pour ça aussi que je suis venue vers Liane, c'est que cet animal permet un lien entre les gens. Enfin, il y a un animal entre nous deux, et puis c'est un intérêt commun, c'est un lien commun, c'est une médiation vraiment. Ça permet d'engager le dialogue. Et puis ensuite, on découvre des gens derrière ce SDF qu'on n'aurait certainement pas osé aborder autrement ou pas su comment aborder autrement. Ben, on découvre une personne, on lui parle de son chien, et puis à partir de là, il se passe plein de choses, quoi. L'animal comme médiateur, c'est quelque chose que vous avez imaginé dès le début, Sabine ? Au tout départ, c'était plutôt d'aider à cette prise en charge, vraiment. Et puis, il y avait quand même l'idée que les les personnes qui avaient des animaux sortaient plus, effectivement, rentraient en contact plus facilement. On rentrait en contact plus facilement avec elles, et dans la rue, et y compris des personnes qui avaient des difficultés justement de santé ou voilà, qui étaient un petit peu plus réservées. Les personnes venaient vers elles discuter. Donc c'était un facilitateur, un catalyseur de relations. Et du coup, effectivement, très vite, on a profité en fait de ce constat pour entrer en lien, accompagner des gens et effectivement les aider à sortir d'une situation difficile. Parce qu'il y a évidemment des relations humaines derrière ça. L'animal facilite, mais après, nous, les membres de Liane et les salariés établissent une relation, accompagnent les personnes. Donc, il y a des emplois aidés. Donc, les personnes se reconstruisent aussi au travers de ça, en travaillant auprès des animaux. Les personnes, se responsabilisent, trouvent un sens aussi. Et donc, on s'est rendu compte de toutes les possibilités au fur et à mesure que l'animal nous apportait pour entrer en lien. Du coup, l'animal comme médiateur, si j'ai bien compris, c'est utiliser la relation homme-animal pour les bienfaits qu'elle a, pour venir en aide à, par exemple, un problème ou quelque chose, c'est ça ? C'est effectivement en prenant soin de l'animal d'une personne, je pense qu'on lui fait du bien, en fait. On la prend en compte dans sa globalité. Parce que souvent, quand on est seul avec un animal, il prend une place de compagnon, d'ami, de confident. Et en prenant soin de lui, je pense que la personne se sent aussi prise en considération et effectivement facilite le lien et une relation de confiance, en fait. Si on arrive à donner confiance par rapport à notre intérêt pour les animaux, et le fait qu'on en prend soin, je pense que la personne après se détend et est plus ouverte après à un accompagnement et se méfie peut-être un petit peu moins. Donc on a ce point commun qui est le lien, l'intérêt pour les animaux, quoi, qui est un constat et que tout le monde sait maintenant. Je pense que c'est admis mais on s'appuie là-dessus, disons, pour aller un petit peu plus loin que du bien-être. Bien sûr, c'est important, mais d'aller un petit peu plus loin pour sortir de ces situations vraiment difficiles, parfois. Et justement, est-ce que vous avez des exemples, Florence Nominé, sur des cas qui se font actuellement ? Moi, j'ai un exemple que je raconte tout le temps parce que j'étais pas à Liane depuis très longtemps et on avait un chien qui était là depuis pas mal de temps, qui était en famille d'accueil, parce que les animaux, on les met parfois en famille d'accueil. L'idée de la pension, c'est qu'on garde des animaux locaux à l'association.
et on encourage les propriétaires, enfin les humains, leurs humains, à venir s'occuper d'eux, pour que justement ce lien perdure et que quand la personne aura réglé un peu sa situation, elle va récupérer son chien. Elle aura gardé le lien. Mais cette fois-là, c'était un animal qui était en famille d'accueil. Son maître était incarcéré. Et je me rappelle avoir croisé ce monsieur un jour, donc il était sorti de prison. Il venait chercher son chien, il était au local, je l'ai croisé. Je ne le connaissais pas. Et spontanément, bon, il venait de retrouver son chien, donc c'était extrêmement émouvant. Et spontanément, ce monsieur, qui avait quand même déjà, je pense, une 60aine d'années, me dit que s'il n'y avait pas eu ce chien qui l'attendait à la sortie, il ne serait jamais sorti. Et j'avais trouvé ça mais tellement fort, hein. Ça m'avait vraiment beaucoup ému et il s'était confié à moi, ce monsieur, c'était très fort. Il y a ça et puis il y a tout ce que je vois en visitant l'établissement, parce que moi je fais des visites en établissement moi-même avec mon chien. Et je vous disais, des petits miracles à chaque fois que j'y vais, et c'est extrêmement gratifiant pour moi, pour mon chien. Enfin. Et puis on voit ce qu'on apporte, enfin, c'est très concret, quoi. Donc ça, c'est des choses qui me marquent, ouais. Voilà. Ouais, de quoi voir l'importance de l'animal dans ces actions-là. On arrive à la fin de cette première partie de direct. Florence et Sabine, vous restez avec nous pour notre prochain invité. Nous recevons après une courte pause musicale Catherine Bronner de la SPA Strasbourg. A tout de suite.
De retour sur Radio en Construction en direct sur le 90.7 et sur radioenconstruction.com depuis le phare Citadelle à Strasbourg pour le ciné plein air qui diffuse, je le rappelle, à 21h le film d'animation L'extraordinaire voyage de Marona. Nous recevons maintenant Catherine Bronner, salariée à la SPA depuis 28 ans. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Alors on connaît la SPA pour l'accueil d'animaux et la lutte pour leur bien-être, mais pour mieux situer, que fait une antenne locale de la SPA comme la SPA à Strasbourg? Alors c'est pas une antenne locale, les SPA de France, les 3/4 des SPA sont indépendantes, donc on est une SPA avec un conseil d'administration, avec des bénévoles, avec des salariés. On accueille les animaux abandonnés, donc les chiens, les chats, les lapins, les cochons d'Inde, enfin tout ce qui maintenant est de plus en plus abandonné. On s'occupe aussi de tout ce qui est maltraitance, donc à savoir quand vous voyez un animal maltraité ou que vous pensez qu'il y a un souci, vous nous le signalez. On a une cellule qui va effectivement aller vérifier ce qui se passe. S'il faut, on fait appel aux forces de l'ordre, on retire l'animal si on peut, on fait des plaintes au parquet, etc. On récupère aussi les animaux qui ne sont pas repris par leur propriétaire, qui arrivent en fourrière. Un animal est trouvé dans la rue en divagation, il est pris en charge par la fourrière. Il y a un délai de 8 jours. Au bout de ce délai, s'il est toujours en fourrière et que personne ne s'est manifesté, il arrive chez nous. Donc c'est aussi un animal abandonné, bien évidemment. Du coup, comment vous faites pour gérer tous ces objectifs-là? Parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup d'objectifs, vous avez une grande équipe. On a une grande équipe, on court dans tous les sens. Oui, non, c'est bien organisé quand même. On a les animaux arrivent, on gère les abandons par téléphone. Les gens, depuis le Covid, on n'est plus ouvert au public, donc les gens nous appellent. On fixe des rendez-vous, on prend les renseignements, ils remplissent un document. Avec la fourrière, on travaille bien évidemment. Ils savent quand l'animal rentre, ils savent quand l'animal sort, ils nous préviennent. Après, on a toujours les impondérables. Sur une journée, on prévoit de faire 2 choses. Et puis on en aura 50 à faire, et on va les faire. On a une équipe d'une 50aine de bénévoles qui est quand même assez régulier, parce qu'il ne faut pas oublier que les chiens qui sont chez nous, ils sont promenés. Ils sont promenés matin, midi, soir. Donc là aussi, il faut des marcheurs, il faut des gens qui sont engagés, investis. On a aussi besoin d'aide en chatterie. Là, effectivement, on a énormément de chats parce qu'il y a une recrudescence d'abandon. La fin du Covid, les problèmes financiers des gens, la reproduction, le manque de stérilisation. Donc on a effectivement énormément d'abandon, donc beaucoup de chats, donc là aussi beaucoup de travail. Donc les bénévoles sont bienvenus. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Il y a effectivement, sur une journée, il y a beaucoup de choses. Il y a une 15aine de salariés max, plus une 50aine de bénévoles qui fourmillent sur le refuge tous les jours. Vous parlez de l'abandon d'animaux. Comment on lutte contre l'abandon d'animaux au-delà de la sensibilisation ? À part la sensibilisation, il n'y a pas grand-chose. On peut pas punir ou condamner les gens qui nous ramènent un animal parce qu'ils n'en veulent plus. Malheureusement, on est rentré dans une société de consommation. Je prends, je veux plus, je ramène. Je commande sur Internet, on vient me le récupérer si ça me convient pas. Ça s'applique aussi aux animaux. Je prends un chien, 3 mois après, je change d'avis. Je prends un chat, puis tout d'un coup, j'ai plus envie. Ça, c'est des abandons qu'on a régulièrement. On a les abandons de la crise aussi. Donc là, on ne peut pas lutter contre, on perd son travail, on se sépare, on se retrouve à la rue. Donc des fois Liane nous en prend. À ce moment-là, on arrive effectivement à envoyer des personnes pour mettre temporairement le temps que la situation s'améliore. Des fois, ça ne s'améliore pas, donc l'animal se retrouve abandonné. On ne peut pas lutter contre les malheurs de la société. Pour ces abandons-là, on est là. Pour lutter contre les abandons de convenance, c'est aller dans les écoles quand on peut, c'est sensibiliser. Effectivement, il y a que la sensibilisation. On plante la petite graine et on attend que ça pousse, on espère un miracle. Et vous sensibilisez où dans ce cas ? Alors, on a beaucoup d'écoles qui viennent quand même régulièrement nous voir. On en a une 15aine par an. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais c'est toujours ça. On a des centres aérés qui font qui organisent aussi des rencontres avec nous, ils nous contactent, donc on vient avec plaisir, on peut organiser des visites du refuge. On a là par exemple ce mois-ci, on a des jeunes qui vont partir en camping-car pendant 1 mois avec un chien du refuge, donc en plus un chien dit de catégorie, le chien méchant avec la grosse bouche avec plein de dents dedans, qui mord tout le monde, attention. Donc ils vont partir pendant 1 mois avec un chien pour prouver qu'on peut partir en vacances avec son chien, donc on n'a pas besoin d'abandonner, qu'on peut partir et qu'on peut avoir un chien un peu typé, c'est pas des chiens dangereux, c'est des chiens de famille tout à fait normaux. Donc là, c'est ce genre de petites graines qu'on va semer.
en espérant que le monde change. Alors, il devait changer après le Covid. Bon, pour beaucoup de choses, malheureusement, c'est le monde d'avant qui est revenu. Mais bon, on croise les doigts. Si on n'y croyait pas, on n'y serait pas là, à la SPA. Et vous parlez des vacances, justement, et parce qu'on dit que c'est l'été que sont abandonnés le plus les animaux de compagnie. Est-ce que vous le ressentez en ce moment à la SPA ? On a quelques abandons pour vacances, oui, on en a eu dernièrement un cocker. Donc les gens devaient repartir normalement en Amérique du Sud, mais comme ils ont leurs vacances au 31 juillet, est-ce qu'ils peuvent ramener le chien avant ? On a quelques abandons pour les vacances. Maintenant, depuis le passage aux 35 heures, on s'est rendu compte que les vacances sont plus étalées, donc les abandons sont plus étalés aussi. C'est-à-dire sur toute l'année. Les gens anticipent, oui, comme ils partent plus souvent en vacances, on va avoir plus d'abandons. Des fois, on a plus d'abandons en janvier, ça c'est les cadeaux de Noël. On a surtout des modes de race. On va avoir beaucoup de malinois, certaines fois, d'un coup, on va avoir beaucoup de bulldogs français. Il y a des films qui sortent avec un malinois. Les gens vont acheter, adopter un malinois, puis ils vont se rendre compte que tout compte fait, ça va pas avec la couleur du canapé, ou c'est trop de travail, donc hop, on va leur donner, on va l'abandonner. Vous avez des abandons par tendance et par race alors d'animaux ? Oui, on a des fois ça. Oui. Et vous avez parlé de la crise sanitaire, c'est aussi quelque chose qui a vraiment impacté l'abandon ? Ça, oui, parce que là, la crise sanitaire, on est déconfinés, les gens doivent reprendre un travail. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de gens qui divorcent. Alors, est-ce qu'ils ont attendu la fin du confinement ? J'en sais rien. Mais effectivement, on a beaucoup de changements de travail, de changements professionnels, de perte de travail, de chômage qui, effectivement, impactent le refuge parce qu'on a quand même pas mal d'abandons de nouveau par rapport à ça. Pendant le confinement, on a eu des adoptions. Mais ça n'a pas été des adoptions, en tout cas chez nous, qui étaient guidés par je veux sortir, si j'ai un chien je peux promener. Ça a vraiment été des gens qui ont profité effectivement de ce confinement pour finaliser une adoption qu'ils avaient prévue. On a beaucoup de gens qui se retrouvent en télétravail, donc ça facilite certaines adoptions qui étaient prévues aussi. Mais on a quand même l'autre partie, c'est tous ces gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu une vie sociale, qui ont perdu un couple, voilà, et donc qui se retrouvent effectivement à la rue ou qui doivent déménager. Là, cette semaine, j'ai eu 3 demandes d'abandon pour des gens, effectivement, couple en séparation, couple en difficulté financière. Donc, on va rentrer 3 chiens parce que les propriétaires n'ont plus les moyens de les assumer. Vous parlez de demandes d'abandon, c'est-à-dire que c'est des gens qui se rendent compte qu'ils vont plus y arriver et qui vous contactent dans ce cas-là ? Oui, ils nous téléphonent, donc on leur demande de faire un mail pour effectivement avoir des informations plus précises. Et effectivement, à ce moment-là, on leur fixe un rendez-vous pour ramener l'animal. Parce que est-ce qu'il y a une tendance là-dedans, ou est-ce que moi j'aurais plus tendance à penser que quand on parle d'abandon, c'est des gens qui vont laisser le chien au bord de la route ou quoi ? Et c'est pas forcément ça alors ? Non, quand on ramène son animal au refuge, il est abandonné, le chien. Okay. Il est abandonné de ses repères, donc ça s'appelle aussi un abandon. C'est vrai que les gens qui ramènent le chien se disent toujours « Ah mais je voulais ramener, je ne l'abandonne pas, l'abandonner c'est dans la rue ». Non, l'abandon dans la rue, c'est un délit, c'est 2 ans de prison, c'est 30 000 € d'amende. Le ramener dans un refuge, c'est un abandon quand même pour le chien. C'est le chien qui va vivre comme ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un abandon pour l'animal en tout cas. Et est-ce que ces animaux qui sont abandonnés, ensuite vous leur permettez d'être adoptés ? Est-ce que c'est les mêmes ? Oui, ça c'est l'idée première du refuge, c'est justement de leur retrouver un nouveau foyer. En fait, les SPA au départ ne s'occupaient dans l'histoire que des maltraitances. Puis le monde agricole est arrivé en ville, les animaux ont été abandonnés, donc ils se sont rendus compte que les fourrières, à l'époque, ça récupère l'animal, ça l'euthanasie. Moi, je parle des années 1800. Donc, les SPA se sont développés avec des refuges où ils accueillent ces chiens justement pour pouvoir leur trouver une nouvelle famille. Donc, c'est de là que ça a commencé. Et c'est ce qu'on continue à faire. Donc, les animaux sont abandonnés. Les propriétaires nous les ramènent, remplissent un document pour nous donner le maximum d'informations sur le mode de vie du chien, son comportement, ses habitudes, pour que nous, après, on puisse le replacer dans les meilleures conditions et trouver les meilleurs adoptants. Et comment ça se passe, l'adoption, du coup ? En général, ça se passe très bien. En général, ça se passe bien. Mais les gens, depuis le Covid, pareil, on a dû changer le système, on n'est plus ouvert au public, donc on a un formulaire de préadoption qui nous remplissent. On le lit, on regarde les animaux qu'on a, on regarde le mode de vie, on les appelle, on leur dit voilà, on a un chien qui peut vous convenir, venez le rencontrer. On a un site Facebook, on a un site internet sur lequel on met aussi les chiens qui sont disponibles à l'adoption. Les gens aussi nous contactent par rapport à ça, en disant tiens, j'ai vu tel chien, ça me plairait bien. Pareil, ils remplissent le formulaire, on les fait venir. Il y a une rencontre, il y a un pré-contrôle chez eux. Ça permet aussi de discuter avec eux dans l'environnement où vivra le chien. Et puis les gens sont souvent plus sympas,
peu tranquilles chez eux, ils sont moins sous la pression, on arrive plus facilement à discuter, voilà, ils sont dans leur environnement, ils nous montrent comment va vivre le chien, ce qui nous rassure nous aussi, et puis après l'adoption peut se faire. Et il y a un choix des familles à chaque fois alors? Le choix se fait conjointement. Il y a les familles qui ont une idée, par exemple préconçue, moi je veux un chien grand, moi je veux un chien petit, moi je veux un chien comme ça. Il y a leur mode de vie, il y a le chien qu'ils ont vu, il y a ce que nous on a comme expérience et ce qu'on connaît de l'animal, et puis des fois on trouve des fois ça se fait tout seul, quoi. Voilà, c'est en accord. On leur propose des chiens. Si les gens n'ont pas le coup de cœur, bien évidemment, c'est pas, c'est celui-là ou rien. Et après, il y a une rediscussion. Il y a peut-être d'autres animaux qui vont rentrer. On trouve pas tout de suite. Des fois, on trouve à la seconde. Des fois, on met plus de temps. C'est une question que j'avais, justement. Combien de temps ça prend alors une adoption? Ah, ça va dépendre. Ce matin, on a une adoption qui a duré un quart d'heure. C'est-à-dire que les gens sont venus. Alors, justement, là, c'est l'exemple type. Les gens sont venus parce qu'ils avaient vu un chien qui les intéressait. Et en discutant avec eux, donc un jeune chien de 1 an, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas le bon modèle, on va dire. Et on a une chienne de 11 ans qui a été abandonnée. Et ils ont eu le coup de cœur. Et puis voilà, ça s'est fait. Et ça veut dire que dans d'autres cas, c'est vraiment des demandes spécifiques. Et c'est en fonction de des animaux que vous pouvez. Et il y a ce qu'on a effectivement au refuge. Après, vous avez des gens qui vont être amoureux du boxer. Ils n'ont toujours eu que des boxers dans leur vie. Et voilà, ça c'est presque animal, on va dire. Donc là, ils attendront jusqu'à ce qu'on ait un boxer. Et le jour où on a un boxer, on a leur dossier, on les appelle, super, on en a un, on vous le présente, vous voyez. Et c'est important pour les gens qui passent par l'adoption à la SPA, justement, de passer par la SPA. Est-ce que ces gens-là vont uniquement à la SPA par conviction, ou c'est parfois des gens qui cherchent ailleurs aussi? Les gens cherchent parfois ailleurs, oui, c'est pas forcément une volonté. On a des clients fidèles, on va dire, qui viennent tous les 10-15 ans, parce qu'ils ne se voient pas acheter dans un élevage. Après, on a des gens qui se disent, tiens, je suis amoureux de telle race. S'il y en a un dans un refuge, pourquoi pas? S'ils en trouvent pas, ils vont dans un élevage où ils attendent. C'est vraiment, là, il y a vraiment tout type de profil. Il y a vraiment tout type de profil. Il y a des gens qui viennent quand même pour une bonne action, oui, qui auront de la reconnaissance de l'animal. Et puis, il y a ceux qui se disent, en SPA, c'est bien, c'est des chiens qui ont vécu, c'est des chiens qui ont souffert. Voilà, quand même faire quelque chose de bien en venant à la SPA, oui. Et est-ce que ça pose pas un frein parfois, que ce soit des chiens ou des animaux qui ont un vécu justement? Comme je dis toujours, on peut changer de mari, on peut changer de femme, ça pose pas de problème. Un chien va s'adapter peut-être même plus facilement qu'un nouveau compagnon ou qu'une nouvelle compagne. Les chiens ont une résilience extraordinaire. Les chiens peuvent être les plus maltraités du monde. Ils vont, excusez-moi, ça m'émeut toujours, je suis désolée. Et ils vont, mais en 2 secondes, pardonner à l'humain qui les a maltraités et se retrouver dans une nouvelle famille, mais sans aucun problème. Merci beaucoup, Catherine, pour ces quelques questions. Alors, vous restez aussi avec nous pour la table ronde qui suivra juste après. Mais juste avant, on marque une courte pause musicale. À tout de suite. I'm at the gate, he stares at my door. How long did I see him stay? Days of months I couldn't say, yet it puzzles me what for. I swear I saw him on for my windows thick and cloudy. One centrist duty, fling my home for venture on. Stay.
Vous êtes bien sur Radio en Construction, en direct du ciné plein air du Phare Citadelle qui projette ce soir, je le rappelle, le film d'animation L'extraordinaire voyage de Maruna à 21h. Une histoire qui raconte les rêveries d'une chienne qui, après un accident, se remémore les maîtres qu'elle a eus et aimés tout au long de sa vie. De quoi nous plonger, nous aussi, dans la question du rapport maître-animal. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous recevons ce soir Florence Nominé, présidente de l'association Liane, Sabine Roubir, fondatrice de l'association, et Catherine Brunner, membre de la SPA, pardon. Et place maintenant à la table ronde sur notre rapport avec les animaux. Alors, après ces premiers échanges qu'on a eus, quel constat on peut tirer sur notre rapport avec les animaux? Est-ce qu'on est sur une bonne voie de l'acceptation des animaux? C'est Florence. Moi je parle notamment de l'activité dont je parlais tout à l'heure, de visitant l'établissement. Les bienfaits apportés par l'animal, je pense, commencent quand même vraiment à être bien connus et bien reconnus par toutes les équipes qui gèrent ces établissements, parce que c'est du très concret, ça se voit quand on est là. Voilà. Ça, je trouve. Alors après, je ne suis dans l'association que depuis 5 ans, donc avant, je pratiquais pas du tout ce genre d'activité, donc mon recul il est assez court, mais je trouve quand même qu'il se passe vraiment quelque chose, et il y a de plus en plus quand même d'activités de médiation animale qui se mettent en place un peu partout. Du coup, je pense que ça veut dire quand même que on mesure l'importance de ce lien quand même dans la société. C'est un point que vous partagez à la SPA, Catherine? C'est vrai que la relation avec l'animal est importante, donc nous à la SPA on en est forcément convaincus. Mais il y a quand même il y a deux aspects. Il y a les gens qui sont convaincus, qui vont prendre un animal justement pour ce qu'il leur apporte et pour ce que peuvent lui apporter. Malheureusement, il y a aussi d'autres gens qui vont prendre un animal parce que c'est un objet de revendication sociale. Ça va être les chiens catégorisés ou les chiens typés ou les chiens qui vont pas forcément l'aimer ou là-bas pour de bonnes raisons. En général, ça se passe pas forcément bien. Mais l'animal, en tout cas, la seule chose qui est sûre sur les sexes, c'est que l'animal, de toute façon, sera toujours accroché à l'homme. Il va toujours quand même venir vers nous, il va quand même toujours nous donner son affection, tout ce dont on a besoin, malgré tout ce que nous on peut lui faire subir, depuis les générations, que ce soit quelque niveau que ce soit. L'animal est toujours quand même à nos côtés, il est toujours fidèle. Donc cette fidélité-là, effectivement, elle est à cultiver. Et c'est vrai que le travail de Liane, et puis essayer de toujours garder ce lien avec l'animal, c'est très important. Est-ce que c'est parce qu'on était nous-mêmes autrefois plus proches de la nature? Mais c'est vrai que quand les gens se retrouvent à la campagne, ils voient des chevaux, ils voient un chien, ils sont tous quand même émerveillés, quoi. Est-ce que vous pensez que les animaux devraient être plus intégrés dans nos vies, Sabine? Je pense qu'il y a encore du travail à faire, effectivement, pour qu'il fait partie de nos vies, mais il y a beaucoup d'endroits où ça manque encore, où on est obligé de s'en séparer. Et où ça serait quand même possible d'organiser sa présence, sachant que tous les bénéfices que ça peut apporter. Moi, je pense aussi que effectivement, on n'est jamais à l'abri d'accidents de la vie. Effectivement, on peut perdre son emploi, on peut perdre son logement. Et nous, malheureusement, on manque de place à l'association, mais on pourrait probablement éviter pas mal d'abandons. Alors, on manque souvent de familles d'accueil aussi, puisque on a un local qui est limité en place aussi par rapport à la réglementation. On ne souhaite pas forcément non plus augmenter trop. Mais c'est vrai que probablement, si on avait des solutions plus facilement pour des personnes qui sont en difficulté provisoirement, on aurait moins d'abandon, certainement. Mais oui, il y a encore du travail à faire. Il y a toujours des choses à faire pour qu'ils soient mieux acceptés un peu partout. Il y a des écoles où on met des animaux aussi pour apaiser les tensions. Il y a des gens qui emmènent leurs animaux au travail et on sait que ça fait du bien aussi. Voilà, il y a plein de choses où il est dans nos vies, ça c'est sûr. Enfin, il a son importance, c'est évident. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que toutes les trois vous mettez un peu l'accent sur le fait que l'abandon... Alors, c'est un crime dans certains cas, mais l'abandon, quand on ramène un animal qu'on ne peut plus traiter, c'est plutôt quelque chose qu'on comprend et vers lequel on va essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous pensez que justement cette posture peut amener à créer de meilleurs rapports avec les animaux?
Moi, je vais juste me permettre de revenir sur la question précédente une seconde pour dire que, par exemple, typiquement à Strasbourg, ça serait très intéressant que les transports en commun soient autorisés pour les animaux. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Et parce que, par exemple, moi, tout bêtement, j'ai un chien qui fait 26 kilos. Donc, si je veux faire une visite ou n'importe quoi d'autre avec elle, avec cette chienne, si j'ai pas de voiture, ce qui est le cas, je peux pas l'emmener ni en bus ni en tram. Et c'est fort dommage. Quitte à dire, on met des choses en place, des muselières, je sais pas, enfin voilà. Et je n'ai oublié votre question du coup. Peut-être que Catherine Bronner veut réagir sur ce point avant que... Je rebondis sur les problèmes des transports en commun. Vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont RSA, qui sont au chômage, qui ont des petites ressources, qui doivent aller chez le vétérinaire, qui doivent soigner leur animal. Comment ils font? Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'amis qui a de voiture, ça arrive. Et là, c'est souvent, dans le domaine des plaintes, justement, on est souvent confronté à ce problème-là, à savoir des chiens qui sont en mauvais état, qui sont en mauvaise santé. Et quand on dit aux gens, j'ai le vétérinaire quand même, non, non, comment je fais? Je suis à pied. J'ai un problème de santé, j'ai du mal à marcher. Le vétérinaire, il n'y en a pas partout. J'y vais comment chez le vétérinaire? Je peux pas prendre le tram, je peux pas prendre le bus. Donc ça, effectivement, c'est pas forcément beaucoup de milliers de personnes, mais c'est une partie. C'est une partie. Et effectivement, la place de l'animal est importante. On vient du monde animal, en fait, nous, au départ. On a créé des villes, on a créé un monde artificiel. Et je pense qu'on a besoin quand même de retrouver ce lien avec la nature, avec les animaux. C'est quasiment presque épidermique ou vital. Sauf que dans le monde qu'on a créé de villes, l'animal va avoir du mal à trouver sa place parce qu'il y a les infrastructures, il y a les bus qui interdisent les animaux, il y a les chats qui sont jetés dehors qui ne trouvent rien à manger, il y a beaucoup de problématiques qui n'ont pas été prises en compte parce qu'on a voulu créer des jolies villes, des jolis endroits et on se rend compte que la place de l'animal, que ce soit le chien, le chat, voire même la faune sauvage, qui effectivement pâtit de nos constructions, il faut réinventer tout ça avec les structures qui existent, avec l'idéologie qu'on a mis en place, avec l'éducation qui a été mise en place, avec les jeunes et leur nouvelle manière de communiquer. Il y a tout ça qui effectivement à reconstruire. On est dans une période qui va beaucoup plus vite, donc il faudrait qu'on reconstruise plus vite ce lien avec l'animal qui est nécessaire et qui est vital. On ne pourra jamais s'en passer. Moi, concernant la place de l'animal et le lien que l'homme peut avoir, je pense que ce qui est très très important, c'est que l'animal n'a aucun jugement sur la personne qui est en face de lui, et ça c'est quelque chose qu'on trouve rarement. L'animal n'a pas de jugement, donc que vous soyez grand, petit, gros, moche, vieux, jeune, il s'en fout, il vous aime pour ce que vous êtes, quoi. Et ça c'est quelque chose qui se trouve quasiment que chez l'animal en fait, parce que sinon, entre nous, entre humains, on est quand même très souvent en train de se juger. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont cette relation très forte et très vraie à l'animal, c'est parce que ça leur fait du bien de ne pas être jugé et d'être juste dans de l'affection, quoi. Ça ferait du bien dans les villes d'avoir plus d'animaux, plus de relations avec les animaux, c'est ça? Moi j'en suis convaincue, ou en tout cas au moins d'avoir une bonne qualité dans les relations qui sont déjà existantes. Et puis après il y a un apprentissage aussi à faire. Je pense qu'un animal, il faut quand même, nous à Liane on délivre à tous nos bénévoles une formation justement pour que la cohabitation homme-animal se passe bien, pour que l'homme apprenne à reconnaître les signaux d'un chien qui en a marre, qui est fatigué, qui a besoin d'être tranquille. Pour éviter qu'il morde, par exemple, il faut peut-être... Et ça, je pense que ce serait quelque chose d'important, que chacun, ou en tout cas au moins les gens qui adoptent ou achètent un animal, sachent au moins reconnaître un peu les besoins de cet animal, déjà, et puis son langage. Beaucoup de gens interprètent un chien qui lèche beaucoup, on va dire il fait des bisous, alors qu'en fait c'est un signal de stress, par exemple. Des tas de choses comme ça. Ça, je pense que ce serait très important que ça se fasse plus. Dans certains pays, ça se fait beaucoup. Je crois en Belgique, il y a une formation qui existe à l'école, etc. Et ça, ce serait très important, je pense. Est-ce que dans ce cas, vous pensez qu'il faudrait peut-être considérer les animaux comme habitants des villes, Sabine ? Il y a effectivement, là, je reprends un petit peu aussi ce que Florence disait, c'est-à-dire que effectivement, c'est des êtres à part entière qui font partie de nos vies, et à ce titre-là, il faut à la fois respecter leurs besoins éthologiques, propres à leur espèce, tout en l'intégrant donc dans notre monde qui n'est pas forcément le sien. Donc, il faut trouver un compromis avec tout ça. Et effectivement, former les gens
pour leur expliquer quel engagement c'est, si besoin. Enfin, de dire que quand on prend un animal, effectivement, c'est pour un certain nombre d'années. Il va y avoir des frais. Alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être trouver aussi des solutions par rapport à ça. Il y avait un dispensaire à un moment donné pour les gens qui avaient des difficultés, parce que c'est effectivement cher d'avoir un animal et de respecter la réglementation, les soins, etc. Mais il faut savoir que voilà, il va changer dans sa vie, il va peut-être marcher moins bien, il va pas forcément être toujours à l'image de ce qu'on voudrait toute la vie, et donc par contre qu'on s'engage à respecter ça pendant 10-15 ans parfois. Donc effectivement, il a sa place, mais une place d'animal aussi. C'est-à-dire que c'est pas non plus un bébé, c'est pas un être humain. Donc il faut aussi respecter ça, parce qu'on leur fait pas forcément du bien, d'après moi, en modifiant ça. Et donc oui, il y a une place qu'on lui a accordée et qu'il a prise. Hein. Enfin, je pense que les animaux sont bien aussi avec leurs humains, mais voilà, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et est-ce que là-dedans, vous pensez que le mauvais traitement des animaux serait lié quelque part à une mauvaise compréhension, et que si on les comprenait mieux, nos rapports seraient différents? Pour une certaine partie, les maltraitances qu'on constate, ça va être aussi des problèmes de manque d'argent, de manque de moyens pour acheter de la bonne nourriture, de manque à ce niveau-là. Après, il y a aussi des détresses personnelles, qu'il faut des personnes en dépression qui ne promènent pas leur chien, qui oublient de le nourrir, etc. Mais après, vous avez de toute façon les autres maltraitances, qui sont le chien attaché au fond de la cave, le chien qui est battu, qui est frappé. Alors nous, on n'est pas là pour entrer dans la psychologie de la personne et essayer de l'excuser. Nous, on doit sauver l'animal. Mais c'est vrai que si le monde allait mieux, je pense que les animaux s'en porteraient mieux. Hein. Les maltraitances, depuis que moi je m'en occupe depuis 2003 à la SPA, il n'y en a jamais moins. Et on retrouve régulièrement les mêmes personnes qui sont dans les mêmes états de détresse, ou qui prennent un animal, on arrive à le retirer, qui sont condamnés, et 2 ans après, ça recommence, ils en prennent. Alors ça peut être des détresses sociales, ça peut être des gens qui sont en manque de j'ai besoin d'un chat, qui s'en occupent mal parce qu'ils ont des soucis psy, et qui vont continuer. Après, vous avez les gens qui effectivement veulent un chien parce que le chien doit m'obéir, et puis s'il ne m'obéit pas, je l'ai en colle parce que on m'a éduqué comme ça, parce que je l'ai éduqué comme ça. On a ça aussi. Ça, par contre, c'est quand même quelque chose qui nous frappe, c'est que ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Tous les ans, il y a les mêmes problématiques au niveau de la maltraitance. Alors, le statut de l'animal a changé, c'est devenu un être sensible. On a des jolies émissions. On a, il y a plein d'émissions qui parlent d'adoption. Il y a plein d'émissions qui parlent des jolis petits chats, des jolis chiens. Il y a plein de réels sur Instagram. Il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui adorent leur animal, qui s'en occupent très bien. Et pourtant, il y a quand même toujours une partie des gens qui sont totalement hermétiques à ça. Est-ce que c'est l'éducation ? Je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, si à l'école on apprenait la compassion vis-à-vis de l'animal, ça changerait peut-être les choses. Et c'est pas une question de milieu social. Hein. La maltraitance, on la trouve dans tous les milieux. Hein. Il y a pas on peut avoir une très belle maison et un chien qui est attaché dans la cave. On peut avoir un taudis, vivre dans une très petite masure, et pourtant c'est très propre et il y a beaucoup plus d'amour qu'ailleurs. Voyez. C'est une question, c'est dans la tête des gens, et ça c'est dans l'éducation, je pense. Il y a vraiment l'éducation qui doit se faire, plus dans la compassion. Alors ça s'apprend à l'école, après il faut que les systèmes scolaires suivent, ça c'est compliqué aussi à mettre en place peut-être, mais c'est vrai que c'est tout un apprentissage qui doit se faire. C'est une société qui doit apprendre la compassion vis-à-vis de l'animal. Dans l'IAN, on essaie aussi de travailler un peu ça. Alors évidemment, il y a des limites, il y a des situations où on n'y arrivera pas, et on le sent aussi parce que c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est un symptôme du mal-être des personnes. C'est-à-dire quand il y a maltraitance, c'est souvent parce que la personne ne va pas bien elle-même. Donc on essaie de travailler ça parfois quand c'est possible, pour montrer que dans une relation positive, c'est beaucoup mieux. Enfin, pareil que pour l'éducation, c'est-à-dire la punition, on fonctionne le moins possible. On essaie de convaincre les personnes que la punition, c'est pas une solution, et que c'est plutôt l'encouragement du bon comportement qui fonctionne avec son animal. Donc par ce biais-là, on essaie de travailler sur effectivement une relation plus saine, quoi. Il y a eu quand même une très grande progression dans tout ce qui est la connaissance aussi de l'animal, du chien.
et du chat. Au niveau des comportementalistes, moi ça fait 28 ans que je suis à la SPA, il y a 28 ans, il y avait quelques comportementalistes, quelques éducateurs. Ça s'est énormément développé. Il y a plein d'écoles maintenant pour apprendre. Il y a énormément de gens qui ont pris conscience. Et la place de l'animal et la compréhension de l'animal, du chien, là en particulier, et du chat, a beaucoup évolué. Entre ce qu'on disait autrefois, le chien il fait pipi, il faut lui mettre le nez dedans, il va comprendre. Et aujourd'hui, on a évolué. On évolue énormément. Donc on comprend l'animal. Mais c'est la mise en place constante. Il y a toujours les nouvelles générations qui recommencent à reproduire les mêmes erreurs que. Donc c'est là qu'il y a peut-être un problème, qu'il y a peut-être un travail à faire, parce que les outils pour comprendre l'animal et pour le faire bien vivre, on les a. L'empathie, on peut l'avoir. C'est ça peut-être qui va manquer. Encore une fois, alors, ça demande d'intégrer encore plus les animaux dans nos vies. Parce qu'en fait, avant, j'allais vous poser la question de est-ce que justement, on change nos rapports dans la manière de la compréhension de l'animal? Est-ce qu'au fur et à mesure des années, en comprenant mieux les animaux, on les abandonne moins, où il y a moins de maltraitance? Mais apparemment, vous me dites que non. Non. C'est ça qui est assez incompréhensible. On est passé de l'éducation du chien où il doit marcher au pied, pas bouger, à l'éducation positive, où justement on ne punit pas le chien, mais on l'accompagne. Il y a plein de choses qui existent, qui ont effectivement évolué dans le bon sens. Et pourtant, il y a quand même toujours une partie qui va continuer à maltraiter, qui va l'éduquer. Il y a, cette année encore, on était au tribunal pour un monsieur qui frappait sa chienne. Le monsieur, il a 25 ans. Mais bon, lui, on lui a expliqué qu'on éduque un chien en lui foutant des claques dans la gueule, comme il nous a dit. Il a 25 ans, donc on pourrait se dire, mais avec tout ce qu'il y a comme outil, mais je lui ai dit, mais il y a Internet, il y a Facebook, il y a plein de moyens de comprendre l'animal, de l'éduquer autrement, et vous n'avez pas été voir, ah ben non, moi on m'a pris comme ça, poum. C'est pas une question de statut social. Je sais pas où est le problème. Si on trouvait la solution, ça serait génial. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on devrait mettre en place justement des espaces de sensibilisation au moment de l'acquisition, même à l'école déjà? Pourquoi pas en primaire, faire des modules. On apprend bien les sciences de la vie et de la terre aux enfants, on apprend bien la reproduction, on apprend bien comment un poisson respire. Pourquoi on n'apprendrait pas comment fonctionne un chien, comment fonctionne un chat, comment on doit aimer les animaux? Ça pourrait s'apprendre. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et c'est chez les petits qu'on va changer les choses. On le voit bien pour tout ce qui est recyclage. Là, c'est peut-être un autre sujet. Le recyclage des bouteilles, etc. C'est les enfants qui l'apprennent à l'école qui vont le ramener à la maison. Et souvent, les parents vont suivre parce que les enfants vont dire « Ah, on a fait ça à l'école, c'est super. » Ben, pourquoi pas pour le reste? Voilà, les parents, on pense comme ça, les enfants ramènent une idée, ça fait réfléchir tout le monde. C'est ouvrir le débat, en parler franchement. Après, vous avez des gens qui vont rester obtus, c'est clair, il n'y aura pas de miracle. Mais il y aura peut-être quand même beaucoup de gens qui vont effectivement évoluer. Un truc tout bête, chez nous à la SPA, les gens qui arrivent, qui mangent la viande, au bout de quelques années de SPA, on n'a qu'un beaucoup plus de végétariens. Ça peut être rien à voir, mais voilà, il y a une prise de conscience par rapport à la souffrance, par rapport... Vous voyez, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et ça, c'est parce que on rentre dans un système où on va parler il faut aimer les animaux, comment les aimer. Vous en parlez qu'une heure à l'école ou pendant la récré, ça va pas servir. Mais c'est régulièrement plusieurs modules. Il y a des facultés maintenant où vous avez des cours d'éthologie. Voilà, ça n'existait pas avant. Donc tout ça, c'est dans les universités. Il faudrait que ça aille en primaire. C'est là qu'on plante la graine qui va pousser. Je pense qu'il y a des choses. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à se faire quand même parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'associations de médiation animale qui vont dans les crèches, même déjà. Moi, je travaille en crèche, par exemple. Il y a des écoles aussi qui accueillent donc des gens qui vont avec des animaux et qui expliquent forcément aux enfants comment faire. Tout à fait. Parce que moi, je suis quand même un petit peu réservée sur le fait, par exemple, d'avoir, je prends un exemple, un lapin dans une cage au milieu d'une classe toute l'année. Je pense que c'est de la maltraitance animale. Enfin, ce pauvre animal enfermé toute sa vie au milieu de 30 gamins qui braillent toute la journée. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour apprendre la bienveillance envers l'animal, ou en tout cas la bientraitance. Mais par contre, oui, il y a quand même de plus en plus de choses qui existent et qui se font, et c'est comme toujours, c'est très progressif. C'est très long. Peut-être qu'il y a un peu d'espoir. C'est long. C'est vrai que c'est long pour nous qui attendons. Mais c'est vrai que les écoles viennent aussi de plus en plus souvent aussi nous voir. Oui, c'est important. Et on a eu deux, trois collègues. Alors par contre, cette année, on a des petites choses mignonnes. On a des enfants qui sont venus, qui ont de leur propre initiative organisé dans leur école des collectes d'affaires ou des collectes d'argent pour nous les ramener à la SPA.
Ça, c'est depuis 1 an ou 2 ans seulement. Bah, ça, c'est extraordinaire pour nous. Ça nous ramène 70 €, ça nous ramène 15 couvertures, mais ce geste-là, mais c'est impressionnant pour la suite. On se dit, ça y est, c'est planté. Alors, c'est planté chez 2-3 gamins, mais ça peut suffire. Hein. Il suffit d'une personne pour changer le monde. Hein. Sabine Rouvière. Ouais, je pense que de manière générale, le travail sur la non-violence, que ce soit dans les familles, enfin, c'est aussi une représentation. La violence par rapport aux animaux, c'est souvent une reproduction de ce que les personnes ont connu dans la famille, ce qu'on leur a montré, adultes à enfants ou adultes à animaux, et qui reproduisent. Donc il y a un travail de fond qui va peut-être prendre du temps, mais effectivement, c'est un problème. Enfin, il y a quelque chose à travailler là-dessus, sur le respect de l'animal comme être vivant, faisant partie de notre famille, parce que c'est des animaux familiers en fait, c'est vraiment un membre de la famille. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le respecte pas? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des maltraitances, alors qu'on sait effectivement ses besoins, on sait que c'est toxique, c'est nocif pour lui, et il y a encore des gestes de ce genre. Donc moi je pense que c'est effectivement une reproduction de quelque chose qu'on a vu, et donc c'est avec le temps de la non-violence, le travail là-dessus, qui va aussi faire évoluer la relation avec les animaux qui font partie de notre vie. Mais vous, particulièrement en tant que créatrice, fondatrice de l'association Liane, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez vu, comme le disait Catherine avant à la SPA, pas forcément évoluer dans le temps, mais plus stagner, en mode c'est comme un combat qu'on doit toujours mener pour... Oui, moi je vois pas de modification particulièrement par rapport à ça. C'est-à-dire on en rencontre beaucoup, moi, nous, qu'à la SPA évidemment, mais ça arrive encore que cette notion, il faut que je lui tape sur le museau pour lui faire comprendre, il faut que ci, il faut que là, et qu'on doive essayer de faire passer un autre message, ça continue, oui. C'est pas... Moi, si je peux me permettre, je vais dans le même sens que Sabine. Je pense que effectivement, ce concept de non-violence, de respect, de bienveillance, qui malheureusement est un mot un peu galvaudé en ce moment, mais nous, on le met en pratique à Liane, mais avec les animaux, mais aussi avec nos salariés, puisqu'on a quand même une dizaine, 11 salariés, dont la plus grande partie sont en insertion. On a aussi ces valeurs-là, on essaie de les mettre en œuvre avec nos bénévoles. Et combien de fois on entend des jugements négatifs sur cette volonté de non-violence. On essaie de nous expliquer que la seule solution pour avoir raison, c'est d'être dominant, d'être violent, d'être sanctionnant, enfin voilà. Donc que ce soit avec les animaux, ou avec nos salariés, ou avec on nous explique sans arrêt que il faut qu'on arrête d'être naïf, que la violence, ça marche pas. Donc on se bat régulièrement pour dire, si nous, cette valeur-là, on y croit, et on a envie de la mettre en œuvre. Mais c'est un combat, quoi. Un combat non violent, bien sûr. Et dans ce cas, quel serait l'idéal pour vous de vie commune avec les animaux? L'idéal où on vivrait avec les animaux en ville, par exemple, comment ça se passerait pour vous? Moi, j'aimerais pouvoir prendre le bus avec mon animal. J'aimerais pouvoir aller travailler avec mon animal. J'aimerais pouvoir aller dans les magasins avec mon animal, parce que, à condition, bien sûr, après, il faut mettre en place des conditions. Il faut que les gens les maîtrisent, leurs animaux aussi. Si c'est pour avoir 10 chiens qui font n'importe quoi dans un magasin, je peux comprendre que c'est ingérable. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie place, concrètement, au quotidien, quoi. Et puis, comme dit, effectivement, je pense que des interventions très régulières dans les écoles, dans les crèches, dans les centres de loisirs, pour expliquer, qu'est-ce que c'est un animal, quels sont ses besoins, et comment on reconnaît ses besoins, ce serait vraiment à mettre en place. C'est un point de vue partagé, Sabine? Oui, je pense que moi j'aimerais bien qu'il y ait des espaces aussi où on puisse plus souvent les lâcher. Je pense que les chiens ont besoin de courir, en fait, de se défouler, de jouer ensemble pour être plus sociables. Les animaux des personnes qui vivent à la rue sont souvent beaucoup plus sociables, c'est-à-dire ils s'entendent entre eux, ils ont l'habitude de vivre en meute un petit peu. Alors il peut y avoir des bagarres, je dis pas le contraire, mais ils ont besoin de pouvoir se côtoyer et être en liberté. Et puis, toujours dans les établissements, ne pas séparer une personne âgée de son animal, ça me paraît vraiment super important. Une personne sans abri, elle va préférer rester dormir dehors plutôt que de se séparer de son animal, souvent. Et du coup, on lui permet pas d'avoir accès à un lieu, où elle peut commencer à se poser un petit peu.
Voilà, donc de faire entrer dans les structures. Il y a des endroits en France où ça se fait, et à Strasbourg, ça se fait aussi de temps en temps. Mais ça devrait pouvoir se faire tout le temps, en fait, pour que il soit vraiment intégré et qu'on prenne globalement l'animal en charge avec son humain dans toutes les situations, et pour pouvoir l'accompagner vraiment. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup en partenariat avec la SPA, avec les assistantes sociales, avec les infirmiers, enfin voilà, les médecins quand on peut. Voilà, c'est quelque chose de collectif aussi, tout ça. Et vous, Catherine, un idéal, quel serait l'idéal de vie Qu'il y ait plus de respect pour les animaux. Mais alors je ne sais pas au niveau concret comment ça pourrait se passer, mais je pense que c'est qu'effectivement par l'apprentissage de ce qu'on ne connaît pas. Simplement, on ne connaît pas la faune sauvage, on ne connaît pas vraiment le sauvage en ville. On ne connaît pas comment il faut s'occuper d'un animal. Ça, on l'a régulièrement. Donc, c'est vraiment que par l'apprentissage et par... alors, faut adopter un animal pour de bonnes raisons aussi. Si on le prend parce qu'on en a besoin pour briller, c'est pas vraiment l'idéal. C'est les motifs qui font qu'on adopte. On peut pas... tout le monde n'aime pas les animaux. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir un chien ou un chat pour vivre. Voilà. Mais quand on le prend, il faudrait que ce soit pour de bonnes raisons et qu'on puisse créer justement une relation... Donc, pareil, aller au travail, pas toujours l'avoir en laisse, et le connaître assez bien pour pouvoir lui permettre aussi de communiquer avec les autres. Quand je vois les gens qui promènent leur chien en laisse, dès que ça prouve d'un autre, ils le retiennent. Mais le chien, il ne sait pas parler. Un chien, ça parle. Donc voilà, si on connaît mieux l'animal, si on sait mieux comment il fonctionne, on arrivera plus facilement à les faire vivre ensemble, à éviter d'être chacun dans son petit coin avec son petit chien aussi. C'est une société qui se referme aussi, donc voilà, si on était plus ouvert aux autres, peut-être qu'on arriverait plus facilement à laisser les chiens aller les uns vers les autres, ou les chats vers les autres. Par contre, pensez à la stérilisation pour vos chats, pitié. Pensez à la stérilisation, ça ne fera pas disparaître les chats dans le monde, et ça leur permettra de mieux vivre aussi un enfermement, et ça évitera de faire beaucoup de malheureux. Je me permets cet aparté-là. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission déjà. Florence, Catherine et Sabine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les auditeurs, avec plaisir. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur Internet ou sur les ondes, vous pouvez encore nous rejoindre pour finir la soirée au Phare Citadelle et voir le film d'animation L'extraordinaire voyage de Maruna qui sera projeté en plein air dès 21h. Encore un grand merci à la SPA Strasbourg et l'association Liane d'avoir répondu présent ce soir. Avant qu'on se quitte, j'aurais une toute dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou suivre vos actions? Alors nous, on a Facebook. Pour la SPA Voilà, la SPA Strasbourg, on a Facebook. On a un site internet classique. On a Facebook, on a Twitter et on a Instagram. Attention, on est partout. On réfléchit à un TikTok quand même. Mais c'est vraiment un projet. Mais effectivement, on va finir par faire un TikTok, on va faire danser nos chiens et nos chats. On va trouver le système. Et en tapant SPA Strasbourg, on vous trouve? Alors sur internet, c'est spa-strasbourg.org. Le téléphone 03 88 34 67 67. Sur Facebook, c'est SPA de Strasbourg, Instagram aussi et Twitter aussi. Ok, merci beaucoup. Et pour l'association Liane? Alors pour l'association Liane, on est 4 rue de Lubeck à Strasbourg. Et puis sinon, on a effectivement aussi un site web et une page Facebook. Vous mettez association Liane Strasbourg et tombez dessus assez vite. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci. Un grand merci à la technique aussi qui encore une fois s'assure toujours que nos discussions et nos paroles vous soient transmises sur les ondes, sur Internet, mais aussi ici même au Phare Citadelle, juste au bord de l'eau. Une dernière projection plein air est prévue le 26 août, ici même au Phare Citadelle, avec à l'affiche le film Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott et sorti en 1991. Le film raconte l'histoire de deux amies, Thelma et Louise, qui, frustrées par une existence monotone avec leur conjoint, décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Mais au premier arrêt, au premier saloon, Thelma tombe sur un pervers qui tente de la violer avant d'être sauvée par Louise qui abat l'homme d'un tir de revolver. Un événement qui va alors changer définitivement le cours de leur vie. Une ode à la liberté où les deux héroïnes répondent par les armes à la violence masculine. De quoi nous plonger dans la thématique les femmes dans l'audiovisuel et les violences sexuelles. Alors si vous aussi vous ne voulez pas manquer cet événement, réservez votre soirée du jeudi 26 août. Plus d'infos sont à venir sur la page Facebook du
Phare Citadelle. Ce plateau radio vous a été présenté par le Phare Citadelle, encore une fois, en partenariat avec les films du Spectre et le marché off, et réalisé par l'équipe de Radio en Construction avec à la technique et la diffusion radio Maxime Gilles. Et comme d'habitude, pour s'assurer du bon déroulé de nos émissions et pour nous créer des jingles et des playlists musicales, Stéphane Bols. Le direct s'arrête ici pour nous, alors on espère que vous aussi, vous avez comme nous découvert plein de choses ce soir. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée en vous disant à la prochaine. Le temps d'un été et en avant-séance du cinéma en plein air, le marché off, la Crèce Grand Est et les films du Spectre s'associent à Radio en Construction pour plusieurs émissions en direct. Retrouvez des tables rondes radiophoniques autour de thématiques engagées portées par les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire. Rendez-vous dès 19h le 30 juillet au parc de l'Orangerie pour parler voyage responsable avec l'UNAT, la coopérative Terre d'Est et les apéros voyageurs de Strasbourg, puis le 4 août à 18h30 au phare Citadelle pour discuter relations maître-animal avec la SPA et l'association Liane. Une émission réalisée dans le cadre du cinéma en plein air, animée par les films du Spectre et organisée par la ville de Strasbourg pour les escales estivales. À retrouver sur le www.radioenconstruction.com et sur le 90.7 de la bande FM.